Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de lésions nerveuses périphériques. Comme plan de cours, je vais commencer par une introduction, ensuite un rappel anatomo-physiologique, les étiologies, la physiopathie, ensuite la clinique, le diagnostic topographique, le chapitre le plus important est le traitement. Ensuite, je termine par une conclusion. Donc, les lésions du système nerveux, c'est des lésions qui sont qui touchent le système nerveux périphérique, qui sont de plus en plus fréquents, touchent surtout l'adulte jeune et qui laissent des séquelles neurologiques et fonctionnelles. C'est pour cela, ça nécessite une prise en charge de toute une équipe pluridisciplinaire. Et le plus souvent, on trouve donc ces lésions dans le cadre de polytrauma. C'est rare de trouver une lésion isolée. Lésion nerveuse périphérique isolée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc un rappel anatomo-physiologique. Comme vous voyez ici, donc j'ai donc nerf, il y a des termes, donc un nerf, une fibre nerveuse, fascicule, et même j'ai des mots aussi donc qu'on entend souvent, l'endonerve, périnerve et épinerve. Regardez bien. Donc, la fibre nerveuse. C'est quoi la fibre nerveuse? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une fibre nerveuse. C'est un axon qui est entouré de cellules de Schwann. Ça, c'est une fibre nerveuse. La fibre nerveuse est entourée d'endonerves. L'ensemble de fibres nerveuses donne un fascicule. Fascicule entouré de périnerves. L'ensemble des fascicules est entouré d'épinerves, et ce qui constitue en fait un nerf. Donc, le système nerveux périphérique comprend neurones moteurs, voilà, donc neurone moteur, c'est en bleu, un neurone sensitif en rouge, et ça c'est un interneurone, et même il y a un contingent végétatif ou autonome. Donc, pourquoi je parle de cette constitution? C'est parce que si j'ai une lésion du nerf périphérique, j'aurai des troubles moteurs, des troubles sensitifs et des troubles végétatifs. Donc ça, il faut le mettre en tête donc je vais parler de la partie, donc dans la partie clinique, on va parler de tout ça. L'anapathie. Donc il y a deux classifications des lésions nerveuses. Il y a la classification de Sedan et la classification de Sunderland. La classification de Sedan, donc Sedan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les lésions nerveuses sont de trois types: neurapraxie, axonotmésis, neurotmésis. La neurapraxie, en fait, c'est une interruption temporaire. Bon, voilà, donc c'est une neurapraxie, elle est temporaire, le tissu conjonctif est intact, tout est intact, donc sauf que j'ai un bloc de conduction, et ça résulte d'une ischémie ou d'une compression. La récupération se fait en général dans un délai de 3 mois. L'axonotmésis, en fait, c'est une interruption de continuité axonale avec préservation de la gaine conjonctive, comme vous voyez ici. Donc, l'axone est interrompu, la gaine est toujours là. Le neurotmésis, c'est une interruption de la continuité du nerf. Donc, le nerf est totalement lésé. Et là, j'aurai deux phénomènes. Le phénomène, c'est le phénomène de dégénérescence valérienne pour le segment distal et la régénérescence valérienne pour le segment proximal. Donc, regardez, ça c'est le segment proximal, c'est le segment qui est lié au corps cellulaire. Et ça, c'est le segment distal. Ce segment distal va dégénérer avec le temps. Par contre, le proximal, il va se régénérer. Pourquoi? Parce qu'il est lié au corps cellulaire. Et donc, il ne va pas, il va pas disparaître. Voilà. La classification de Sunderland, il dit non. Moi, je vais diviser les lésions en 5 types. Premier type, comme le Sedan. Comme la classification de Sedan, c'est une neurapraxie, c'est une compression, comme a dit Sedan. Deuxième type, non. Il dit, voilà,
les axons sont sectionnés, mais les tubes endoneuraux sont intacts. Donc, vous voyez des axones, donc pas d'axones. Par contre, les endoneuraux sont encore là. Le troisième type et les axones et les tubes endoneuraux sont détruits. Par contre, périnerves sont intacts. Le quatrième type et les axones et les tubes sont détruits avec même les fascicules aussi sont détruits. Par contre, l'épinerve est là. Cinquième type, c'est directement l'axonotmésis. Donc, c'est la lésion complète du nerf. Là, c'est une comparaison entre les deux classifications. Donc, on remarque ici que Sedan et Sunderland ont le même, donc, sont d'accord pour le premier type, c'est que c'est une aurapraxie. Deuxième type, axonotmésis. Par contre, si Sunderland il dit troisième, quatrième et cinquième type, Sedan il les appelle tous les trois comme donc il les appelle donc neurotmésis sans faire la discrimination entre les trois types. Donc, quelles sont les étiologies de paralysie ou de lésion nerveuse périphérique? En fait, la première étiologie, c'est les traumas, comme on a dit en introduction, les traumas ouverts ou fermés. Aussi, les étiologies iatrogènes, par exemple, un matériel d'ostéosynthèse. Les étiologies ischémiques, par interruption de vascularisation. Si on dépasse les 6 heures, c'est irréversible. Inflammatoire, par exemple, le Guillain-Barré, l'alcool, le benzène, la lèpre, zona, la polio, et aussi le diabète et l'alcool dans le cadre de la neuropathie distale sensitive. Bon, nous avons déjà parlé de la dégénérescence valérienne. Je veux juste ici donc dire une chose. La régénérescence se fait au 21e jour, donc va se produire à partir du 21e jour après la lésion. Donc, si je veux faire un EMG, je ne peux pas le faire avant la 3e semaine. Donc, je dois le faire à partir de la 3e semaine. Sinon, j'aurai un tracé de repos. D'accord? C'est ça. Donc, le EMG qu'on fait en 3e semaine, il dit EMG de détection. La clinique. Bon, la lésion nerveuse périphérique donne un syndrome neurogène périphérique. C'est quoi ce syndrome? Le syndrome neurogène périphérique associe des troubles moteurs, sensitifs, trophiques, végétatifs, avec des troubles du réflexe ostéotendineux, et je dois aussi chercher des signes négatifs. Je commence par les troubles moteurs. Troubles moteurs, paralysie ou paralysie, c'est de topographie variable, mais le plus souvent en prédominance distale et avec une hypotonie, surtout dans les membres inférieurs, bon, à prédominance, je dis. Donc, on voit beaucoup de lésions au niveau des membres inférieurs, et ça va se manifester par, comme vous voyez ici dans la vidéo, qu'on appelle le septal. Voilà. Donc, vous regardez comment il marche. D'accord, ça va. Comment je peux apprécier cette hypotonie? En fait, par le testing musculaire, testing international, cotation internationale du testing. 0, c'est aucune contraction. 1, c'est une contraction visible et palpable mais sans mouvement. 2, c'est contraction avec mouvement mais en apesanteur. 3, contre-pesanteur. 4, contre-pesanteur et contre-résistance de moyenne importance. 5, on peut dire que c'est une force normale. J'ai dit paralysie, peut-être qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre paralysie, paresthésie. En fait, paralysie, c'est des troubles moteurs. Paralysie, un muscle qui est coté à 0. Paralysie, c'est juste un déficit, donc pas à 0. Ça peut être un 1, 2, 3. La paresthésie, c'est un trouble sensitif, en fait. Donc, j'ai parlé du trouble moteur. Maintenant, deuxièmement, il y a des troubles trophiques. Premièrement, il y a l'amyotrophie. Dans le syndrome neurogène périphérique, il y a l'amyotrophie. En quelques mots, quand est-ce qu'a commencé? C'est un patient qui a un bras
regardez, qui est hypotrophe par le bras droit, hypotrophe par rapport au gauche. Regardez, même, regardez tout le membre, regardez même, il va montrer, voilà, sa main, regardez, donc la région donc hypoténarienne, ténarienne et hypoténarienne sont hypotrophes. Il y a aussi dans le syndrome neurogénéral les fasciculations qui sont des contractions musculaires involontaires. Regardez. Bon, trouble moteur, trouble trophique, maintenant trouble sensitif. Il y a des troubles subjectifs et objectifs. Subjectifs, c'est-à-dire perçus par le patient, il va vous dire je sens des fourmillements, une décharge électrique, des picotements, des causagies. Causagies, c'est des brûlures. C'est une sensation de brûlure et qui beaucoup plus au niveau des extrémités. Des troubles sensitifs objectifs, donc qui sont mises en évidence par le médecin. On peut trouver une hypoesthésie ou anesthésie sur le territoire innervé par le nerf atteint. Les troubles aussi végétatifs, peau sèche, amincée, dépillée, troubles vasomoteurs, même des maux perforants plantaires, c'est beaucoup plus dans les paralysies du sciatique poplité interne, des rétractions tendineuses, et puis rarement des arthropathies. Il y a aussi des troubles dans le réflexe ostéotendineux. Donc regardez ici, regardez, c'est un patient qui a carrément une abolition des réflexes. Regardez le réflexe tricipital, voilà, bicipital, voilà, stylo-radial. Là aussi, il va faire le tricipital, voilà, aboli, rotulien et le réflexe achilléen. Regardez, voilà, il est aboli. Bon, pour pouvoir, quand je fais mon examen clinique, peut-être que mon patient va venir après plusieurs jours de son accident, peut-être que je vais le voir, c'est-à-dire pas dans les premiers jours. Bon, comment je peux savoir est-ce qu'il est en train de faire une réinnervation, une régénérescence, est-ce qu'il a une bonne évolution? Donc il y a ce signe qui s'appelle le signe de Tinel. Qu'est-ce que je fais? Je percute sur le trajet du nerf. Si le patient sent une décharge électrique, là, je dis, voilà, c'est un excellent signe. C'est un signe de réinnervation. J'ai dit tout au début, il y a des signes négatifs. C'est quoi des signes négatifs? Donc, certes, il y a des signes moteurs, sensitifs, trophiques et du réflexe ostéotendineux, mais je dois ne pas trouver un signe qui est en relation avec la lésion du système nerveux central. Exemple, le signe de Babinski. Le signe de Babinski qu'on trouve dans le syndrome pyramidal, c'est un signe en relation donc avec le système nerveux central. Normalement, je le trouve pas, sinon on ne dit pas que c'est une lésion nerveuse périphérique. C'est bon, j'ai fait mon examen clinique. Maintenant, je dois demander un examen paraclinique. Le premier, c'est l'EMG, très très important. J'ai dit déjà qu'il se fait dans la troisième semaine. Et je dois le refaire au 4e mois, 3e mois, 4e mois, c'est ça. Donc, si je le refais au 3e mois, au 4e mois, et si je ne trouve pas une récupération, là, je dois le rechercher un IVRAN. Si le patient récupère, là, on va le refaire juste tous les 6 mois. Le tracé qu'on trouve, c'est un tracé neurogène, comme vous voyez ici. Donc, c'est un tracé qui est pauvre. Il n'est pas riche, comme vous voyez. Voilà. Il y a d'autres examens paracliniques, mais tout dépend du contexte. Ça dépend du type de trauma, ça dépend de la localisation de la paralysie. Donc, chaque cas est un cas.
Maintenant, pour le diagnostic topographique. Avant de parler du diagnostic topographique, je dois faire un petit rappel, si je peux dire anatomique. Bon, il y a le plexus brachial. Donc, le plexus brachial est une anastomose de racines, donc des racines ventrales de C5, C6, C7, C8 et T1. Bien, donc, si vous remarquez ici, donc il y a des troncs, il y a ici des faisceaux. Donc, la racine C5 avec la racine C6 dans le tronc supérieur, la racine C7 dans le tronc moyen et la racine C8 T1 dans le tronc inférieur. Ces troncs vont donner des faisceaux. Donc, le faisceau plutôt latéral, le faisceau médial. Il y a le faisceau postérieur. Donc, le faisceau latéral, c'est l'anastomose des troncs supérieurs et moyens. Le faisceau médial, c'est la continuité du tronc donc inférieur. Par contre, le faisceau donc postérieur, c'est l'anastomose des branches postérieures des trois troncs sub, moyens et inférieurs. Il y a aussi des branches terminales. Donc, il y a la branche, donc il y a le nerf musculo-cutané qui sort du faisceau latéral. Il y a aussi l'axillaire et le radial. L'axillaire et le radial du faisceau postérieur. Regardez très très bien. Donc, ici, donc, c'est le médian. Le médian, c'est des faisceaux moyens, plutôt médial et latéral. L'ulnaire, le cutané médial de l'avant-bras, le cutané médial du bras, c'est du faisceau donc médial. Il y a aussi des branches collatérales, donc c'est pas le moment de les, c'est-à-dire de les expliquer. Ce qui est important maintenant, c'est les racines, les troncs, les faisceaux et les branches terminales. Il y a aussi la notion de territoire sensitif cutané. Donc, comme vous voyez ici, chaque nerf a un territoire sensitif cutané. Donc, par exemple, l'axillaire, c'est le moignon de l'épaule. Exemple, le radial, c'est la face postérieure du bras, de l'avant-bras, du pouce, de la moitié de l'index et du majeur. Aussi, donc, regardez très bien le médian. Le médian a une innervation donc, particulière, un territoire particulier. Donc, la face ventrale du pouce, de l'index majeur et la moitié de l'annulaire. En plus, là, au niveau de la face dorsale, c'est la première phalange, donc plutôt la phalange distale, donc de l'index, le majeur et puis la moitié de l'annulaire. Ici, c'est l'ulnaire, donc ça c'est le musculocutané. Le musculocutané, c'est la partie donc médiale, la face médiale, si je peux dire, donc c'est la face antéromédiale de l'avant-bras. Voilà, donc c'est les territoires les plus importants. Ça va nous aider ensuite dans notre diagnostic topographique. Je commence par la paralysie du plexus brachial. Si c'est une paralysie complète, donc j'aurai une paralysie donc complète, donc un déficit moteur complet, global, de tout le membre supérieur avec anesthésie et une aréflexie. Donc, compris. Donc, si j'ai une paralysie partielle, maintenant ça dépend. Est-ce que donc tout dépend de la racine touchée. Donc, si le C5 et le C6, ça s'appelle un syndrome de Duchenne-Herbe. Duchenne-Herbe, c'est un syndrome, c'est le syndrome radiculaire supérieur. Ça se manifeste par un déficit du deltoïde, biceps brachial, le brachial antérieur, le long supinateur. Et pour le trouble sensitif, c'est beaucoup plus, ça se manifeste par un trouble qui concerne l'axillaire, le nerf axillaire. Et on va avoir une anesthésie du moignon de l'épaule. Le réflexe osteotendineux, il sera touché, c'est le bicipital et le stylo-radial. C'est très très important. Il faut les apprendre, donc ces réflexes. Donc, quel est le réflexe touché lors de la paralysie du chêne-arbre? C'est le bicipital et le stylo-radial. Très très bien. Maintenant, le syndrome radiculaire moyen, le REMAC. Le REMAC, c'est qui concerne la racine C7.
C7, c'est beaucoup plus, donc c'est des manifestations du radial. Le radial, c'est un nerf de l'extension, donc j'aurai un déficit moteur qui touche le triceps, les extenseurs communs des doigts. Et comme je vous ai montré, donc le radial qui est donc son territoire sensitif cutané, face postérieure du bras, de l'avant-bras, et ça s'appelle, c'est l'espace le premier espace interdigital, d'accord. Donc j'aurai donc la face postérieure du bras et de l'avant-bras. Et le trouble qui est touché, plutôt le trouble de réflexe que j'aurai, c'est le réflexe donc tricipital. Euh, comme ça, donc il faut les apprendre. Donc C7 en relation avec le radial, le Duchenne-Arbre avec le circonflexe. Maintenant, le radiculaire inférieur ou arrond du chêne, ça va donner une paralysie des interostaux de la main. Donc j'aurai une main sémiesque ou bien main de singe. Donc c'est quelle main? C'est la main que je trouve au niveau dans la paralysie, donc ulnaire. Bon, j'ai dit ici supérieur, circonflexe, le moyen, radial, l'inférieur c'est l'ulnaire. Il y a une chose particulière, c'est le syndrome de Claude Bernard-Horner. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, en C8, C1, il y a des branches du sympathique qui sortent par ici. Donc, si j'ai une lésion de ces deux racines, c'est sûr que j'aurai une autre qui concerne, donc qui passe par le système autonome. Et c'est pour cela j'aurai un syndrome de Claude Bernard-Horner qui fait le syndrome de Claude Bernard-Horner fait de ptosis, myosis et ophtalmie. Pour les troubles sensitifs, c'est des troubles qui concernent le territoire du nerf ulnaire et donc l'anesthésie des deux derniers doigts. Pas de troubles de réflexe. Je parle maintenant de la paralysie du nerf radial. Le nerf radial, c'est le nerf de l'extension. Donc, si j'ai une paralysie du nerf radial, je n'aurai pas une extension et du poignet et des doigts. Et là, cette main est appelée la main en col de cygne. En col de cygne. Comme vous remarquez, c'est une main, donc je peux pas. Donc, ce patient ne pourra pas prendre un objet, donc c'est un trouble fonctionnel, c'est un trouble de préhension. Et puis, j'aurai une anesthésie ou hypoesthésie dans tous les territoires du nerf, donc la face postérieure du bras, de l'avant-bras et même le pouce, l'index et la moitié de majeur. Pour la paralysie du nerf circonflexe, donc le circonflexe ou l'axillaire, c'est le nerf de l'abduction. Donc, j'aurai une paralysie de l'abduction et de la rotation externe, comme vous remarquez. Donc, c'est un patient qui, dans son bras droit, donc regardez, il ne peut pas faire l'abduction. Donc, ici, il a pu faire. Là, il n'a pas pu. Et puis, il y aura même une anesthésie et atrophie du moignon de l'épaule, parce que c'est le territoire du nerf circonflexe. Quand est-ce qu'on trouve donc ce type de paralysie? Donc, en général, c'est dans les luxations de l'épaule et même au cours de la compression par les béquilles. La paralysie ulnaire ou cubitale, c'est en général au cours des fractures du coude ou bien chez les cyclistes sous le nom de syndrome du canal de Guyon. Le canal de Guyon, c'est un canal qui se trouve au niveau ici donc au niveau du poignet, si je peux dire au niveau du poignet. Et là, il y a le passage du nerf ulnaire. Bon. Le nerf ulnaire, qu'est-ce qu'il innerve? Il innerve l'ulnaire antérieur et les fléchisseurs profonds des doigts, même les lombricaux internes, troisième, quatrième doigt. C'est pour cela. Comme conséquence, j'aurai une main en griffe. Main en griffe, c'est-à-dire, c'est une main là où il y a paralysie des interosseux et des lombricaux internes du troisième et quatrième doigt, avec hyperextension. Donc, regardez. Donc, la paralysie des lombricaux de troisième et quatrième doigt, et même hyperextension de P1 sur M1, regardez, il est en hyperextension, voilà, P1 sur M1, hyperextension avec une flexion, regardez, des épipètes.
Flexion des épipées, pourquoi? Parce que surtout donc celui-là, donc il est, regardez comment il est donc fléchi, voilà. Parce qu'il y a une paralysie des fléchisseurs profonds des doigts. La main cubitale est une main donc qui est particulière. Donc regardez, il y a une fonte des muscles donc de la loge. euh, donc regardez, hypoténarienne, regardez. Très très bien. Il y a le signe donc aussi de l'éventail. L'éventail, c'est un patient donc qui ne peut pas faire écartement de ses doigts, rapprochement, écartement de ses doigts. Pourquoi? Parce que les interosseux sont paralysés. Euh, le trouble sensitif sera ici, donc dans le bord cubital de la main. Il y a un signe donc qu'il faut donc qu'il faut le connaître, c'est le signe de Froment. C'est quoi le signe de Froment? Donc, si je donne à un patient qui a une paralysie du nerf cubital un journal ou un bout de papier, je lui demande de ne pas le relâcher. Donc, j'essaie de le relâcher et je lui demande de vaincre. Donc, il va maintenir la feuille, certes, mais en faisant cette flexion de P1 sur P2. Regardez ce chapeau-là, donc regardez cet angle par rapport à l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de la paralysie du nerf cubital, il y a aussi une paralysie de l'adducteur du pouce. Et là, qu'est-ce qu'il fait mon patient? Il va plutôt il va céder par le muscle opposant du pouce. L'opposant du pouce, regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc ça, c'est un signe très très important et très pathognomonique de la paralysie ulnaire. Maintenant, la paralysie du nerf médian. Le nerf médian, c'est un nerf de la flexion du poignet. Au contraire, le radial, c'est de l'extension du poignet. Maintenant, le médian, c'est la flexion du poignet. Donc, je n'aurai pas une flexion de mon poignet. Donc, c'est un poignet qui est en extension. Donc, l'opposition du pouce est impossible. Regardez ce patient, il a pu faire l'opposition ici, il n'a pas pu faire là. Regardez, c'est un pouce qui est relâché. Anesthésie de la pulpe de l'index, c'est beaucoup plus. Donc, la pulpe de l'index qui sera touchée. Même, il y a des douleurs qui sont importantes, donc des causalgies au niveau des extrémités. Et puis, donc, dans le médian, j'aurai une amyotrophie de l'éminence sténarienne et une main plate. Tout cela se regroupe sous un seul nom, la main simiesque. C'est une main comme celle du singe. Voilà, ici c'est un résumé entre donc différence entre la main, donc la griffe ulnaire, la main simiesque et la main en col de cygne. Au niveau du membre inférieur, la paralysie la plus fréquente, c'est la paralysie du nerf crural. Le nerf crural est un nerf de l'extension du genou. Donc, mon patient, quand il marche donc en maintenant son genou par la main. C'est une démarche esclavagiste. Donc, c'est une comparaison. Donc, c'est comme un esclave. Donc, il marche et il maintient son genou en extension et la moindre flexion entraîne la chute en avant. Les troubles sensitifs seront au niveau de la face antérieure de la cuisse. Là, c'est les territoires cutanés sensitifs au niveau du membre inférieur. Il faut les apprendre aussi, comme le membre supérieur. Il faut apprendre donc l'essentiel. C'est par exemple le crural, le poplité externe, l'interne. Donc, c'est ça. Donc, l'essentiel. La paralysie du sciatique poplité externe. Le sciatique poplité externe, c'est un nerf qui innerve la face dorsale du pied. C'est ça, donc c'est la face dorsale du pied. Donc j'aurai une perte donc, de flexion dorsale du pied. La flexion dorsale, c'est une flexion plantaire et ça, c'est une flexion dorsale. Et puis le pied, donc il sera, si je perds la flexion dorsale de mon pied sera un pied tombant, d'accord? Vu que j'ai perdu aussi donc l'extension, donc ça c'est les muscles extenseurs,
Pas d'extension ni de la face dorsale du pied, ni des doigts, plutôt des orteils, donc des orteils qui sont un peu fléchir comme vous voyez ici. L'anesthésie de toute cette face dorsale du pied et donc le patient va faire un steppage à la marche. Le sciatique poplité interne, il a une caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup, le patient qui est atteint de paralysie du sciatique poplité interne fait le mal perforant plantaire comme vous voyez. C'est un mal perforant plantaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une anesthésie. Bon, faut savoir premièrement que le sciatique poplité interne innerve la face plantaire du pied. Donc, j'aurai une paralysie de ces muscles et même une anesthésie de cette face, plus la face postérieure de la jambe. Le chapitre le plus important, le traitement. Donc, en rééducation, donc ce qui nous importe, c'est beaucoup plus le traitement. Comment je peux traiter mon patient atteint de paralysie nerveuse périphérique? Bon, le traitement, schématiquement, il est en 3 phases. Donc, phase d'attente, phase de repos nerveuse et phase de séquelles. La phase d'attente, entre 0 et 3 mois. Du 3e mois à 2 ans, c'est la phase de repos nerveuse. Et à partir de 2 ans, nous sommes dans la phase de séquelles. La première phase, la phase d'attente, c'est une phase donc, de prévention. J'attends mon patient, est-ce qu'il va récupérer ou non. Et dans ce temps-là, je préviens les troubles trophiques, je préviens les troubles orthopédiques, je préviens les dépressions, beaucoup de dépressions donc, dans cette phase-là, par une prise en charge psychologique. Et puis, à la fin du 3e mois, je fais l'EMG de contrôle. S'il y a une récupération complète, je dis voilà, il avait une neurapraxie, je peux le réinsérer dans son milieu professionnel. S'il y a une récupération partielle, c'est un axonotmésis, je poursuis la rééducation. Si pas de récupération, c'est un neurotmésis, là, je dois contacter le chirurgien pour faire une neurolyse, suture nerveuse ou bien une greffe. Voilà, donc le chirurgien, le temps qu'il fait, donc il a fait par exemple une neurolyse de suture ou autogreffe, donc n'importe. Là, à partir je continue donc les mêmes mesures et je fais le renforcement musculaire selon le testing en attendant la repousse nerveuse. Au bout de 2 ans, je fais une autre évaluation clinique et électrique. S'il récupère bien, voilà, je le réinsère. Et s'il ne récupère pas, je passe à la 3e phase de traitement, donc palliatif. Peut-être que je vais faire un transfert musculaire, tout dépend donc du testing, tout dépend. Il y a beaucoup de conditions pour faire un transfert musculaire, tout dépend du muscle paralysé, ou bien je peux faire une arthrodèse. Voilà, je peux maintenant, je conclue, donc c'est des atteintes donc fréquentes et l'examen donc neurologique est important, même l'examen donc par l'EMG. Au 20e jour aussi, donc il m'aide beaucoup. Je trouve un syndrome neurogène, et je peux faire même l'EMG au 3e mois pour voir est-ce que mon patient a pu récupérer ou pas. Donc, la prise en charge doit être précoce, elle doit être préventive au premier temps et puis palliative secondairement, comme on a vu dans la 3e phase du traitement. Et le pronostic dépend donc il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la précocité de la prise en charge. Deuxièmement, c'est la qualité. Mais on dit à nos jours, donc la qualité de la prise en charge a mieux évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a un progrès dans la rééducation fonctionnelle et la chirurgie palliative qui a donné de bons résultats. Merci pour votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et à bientôt.